Mesdames, Messieurs, cher jury, si vous saviez quelle fierté j'ai à me tenir aujourd'hui devant vous sur cette scène, si vous saviez à quel point je suis heureux d'avoir l'occasion de marquer vos esprits et de voir se dessiner un souvenir de moi dans vos mémoires. J'espère que vous vous souviendrez de ce moment, du moment de ma prise de parole, pendant encore longtemps. Je l'espère. Et j'espère aussi que quand nous nous serons séparés, quand je serai sûr de ne jamais vous revoir, votre souvenir de Camille restera un joli souvenir. Pourquoi pas aussi joli que celui que nous partageons de M. Robert Badinter. Je suis sûr que dans cette salle, une majorité l'adorait. Quel homme après tout. Je constate que même ceux qui ne l'aimaient pas tellement de son vivant sont devenus le 9 février, comme par enchantement, de vieux amis. Et de même, ses plus féroces ennemis se sont transformés en simples adversaires. Ses pires défauts, de simples broutilles. Ses erreurs, peu à peu, on les oublie. Alors certains diront qu'un mort, ça se respecte. D'autres affirmeront, peut-être avec un peu plus de raison, que notre espèce n'est pas très honnête. Dans tous les cas, si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est que tout de même, ce n'est pas n'importe qui. Je pense d'ailleurs ne jamais arriver à sa cheville. Notre seul point commun sera, malheureusement pour nous deux, un front bien trop dégarni. Dans tous les cas, c'est un homme plus que respectable, pour tout ce qu'il a entrepris. Et oui, aujourd'hui, on ne parle pas simplement de l'homme qui a fait abolir la peine de mort. On parle de quelqu'un d'encore plus grand que cela. On parle de l'homme modèle, dont tous ceux qui entament leurs études de droit vouent une étrange admiration. On parle de l'homme auquel tous les nouveaux gardes des Sceaux sont comparés. On parle de l'homme que tous les avocats doivent encore suivre s'ils veulent être reconnus comme de bons avocats, n'est-ce pas ? On parle de l'homme, mais peut-on vraiment parler d'homme ? Badinter, c'est plus qu'un homme. Il a accompli l'abolition, l'un des 7 travaux d'Hercule que personne n'avait jamais réussi. Il remet en question une foule entière avec la simple phrase « Vous m'avez fait honte ». Dans sa bouche, ces mots deviennent une formule magique. Il n'est pas vraiment mort d'ailleurs, il a ressuscité, car son âme protégera la France depuis le Panthéon, tel un ange gardien. On y croit presque, n'est-ce pas ? Maintenant, rendez-vous compte de ce que je viens de vous dire. Vous y avez cru. Vous avez cru à la simple illusion d'un héros. Et c'est une image, voyons, une pure construction sociale, des paillettes que j'ai empruntées à M. Villevieille et qu'il n'hésitera pas à réutiliser contre vous. Ce n'est que du faux. Badinter, ce n'est juste qu'un simple homme, comme vous et moi, avec ses réussites et ses qualités, bien sûr, mais aussi ses échecs et ses défauts. Pour nous, en tout cas. Souvenez-vous-en, cela est important. Pour nous, en tout cas. Et pourtant, sa mort, je suis sûr qu'elle vous a bouleversé, cher jury. Monsieur Théocle, je vous connais un peu, et je sais par exemple que vous avez consacré du temps à transmettre sa pensée à vos élèves. D'autres personnes, comme vous, le considèrent. Certains même le vénèrent. Mais vénérer un homme, est-ce normal ? Je reprendrai ici les mots de Philippe Berger, que vous connaissez sûrement. On n'est pas obligé d'approuver tout ce qu'a accompli Robert Badinter. Le respect n'implique pas l'idolâtrie. Le respect n'implique pas l'idolâtrie. Et quand je vois les côtés sombres de Badinter effacés, quand je vois ceux qui le contestaient stigmatisés, je sais bien de quel côté de la ligne nous sommes aujourd'hui. Nous l'idolâtrons tel un envoyé de Dieu et nous nous trompons. Mais comment a-t-il fait ? Qu'a-t-il accompli à l'instar de Moïse, Mahomet ou Abraham ? Bon, le miracle n'est pas dur à trouver. Vous vous en doutez, on ne parle pas de Badinter sans citer l'abolition de la peine de mort. Après le martyre de Roger Montan, qui n'avait pas tué. Excusez-moi, Madame la Présidente, inutile de vous raconter toute l'histoire. Je pense que vous la connaissez déjà fort bien, et de toute façon, ce verset est un peu trop long
pour le temps qu'il me reste. Eh bien, après ce martyre, Badinter, sous une inspiration divine, fait abolir la peine de mort. Et qui a-t-il décidé de sauver en abolissant ? De quel côté s'est-il rangé ? Je vous le demande. S'est-il rangé de notre côté, les innocents, parfois les victimes, ou a-t-il pris le parti de ceux qui ont tué ? Je vous le demande. Qui ici peut affirmer que Badinter est notre prophète ? Cela tombe sous le sens. Il ne nous a pas protégés. Il n'a pas sauvé les Français. En réalité, il est le prophète des criminels. C'est eux qui l'ont sauvé. C'est de leur côté qu'il s'est rangé, pas du nôtre. Monsieur Villevieille tentera bien sûr de vous soumettre à l'illusion selon laquelle Badinter est notre héros. Il parlera d'humanisme, de dignité humaine. Je le connais bien. L'humanisme. Oui, monsieur Villevieille, bien sûr que moi aussi je suis un humaniste, mais pas à tout prix. Et c'est cela qui nous différencie. Et c'est cela qui est important. Cette nuance, vous savez, savoir faire des choix. Nous devons savoir faire des choix entre humanisme et protection, comme nous savons déjà le faire entre la liberté d'expression, par exemple, et le respect. Nous sommes tous libres de nous exprimer, bien sûr, mais pas de nous menacer de mort. Pareillement, nous devrions tenter d'humaniser un maximum le système pénal, je vous le concède, mais sans que cela nous mette en danger. D'ailleurs, pour ce qui est de la dignité humaine, je vous demande, quelle dignité ont-ils eu, eux, les criminels ? Quelle dignité a-t-il eu Claude Buffet en tuant ses 2 otages ? Et même au-delà de ça, au-delà de la vengeance, car je suis conscient que la justice n'est pas la vengeance. J'en suis réellement conscient. Pensez-vous réellement qu'il aurait été préférable de l'emmurer vivant dans une tombe comme nous le faisons aujourd'hui ? Est-ce respecter ces détenus que de les priver de leur liberté, de leur essence d'homme, de les parquer comme des animaux à 8 dans une cellule de 4, avec les rats, le trafic, les maladies, une hygiène déplorable ? Pensez-vous que cela est du respect ? Alors oui, j'entends déjà arriver d'autres arguments. On me dira que la mise à mort ne sert à rien, qu'elle n'est pas dissuasive et pas toujours utile. Mais l'utilité, qu'en a-t-on à faire de l'utilité ? Depuis quand est-il normal de juger les gens ? Comprenez-moi bien, de rendre justice selon une certaine utilité. Le droit n'a pas pour but d'être utile, mais moral. C'est une affaire de devoir et de droit. Un criminel, on ne le juge pas selon l'utilité de sa peine, mais simplement pour le fait qu'il ait commis un crime. Ce que je m'apprête à dire va vous stupéfaire, mais c'est même rendre service au criminel que de le condamner à mort pour son acte. Car un criminel reste un homme, et en tant qu'homme, nous ne pouvons le considérer seulement pour l'utilité qu'il aura envers d'autres. À partir de ce moment, le criminel deviendrait une chose, un moyen qui pourrait servir les buts de quelqu'un d'autre. Punir le criminel d'une peine adéquate, c'est le reconnaître comme un être de raison, capable de comprendre la justice de son châtiment. Alors ce serait formidable si nous pouvions réparer le crime qu'il avait commis. Un monde merveilleux où on pourrait réparer les morts. Mais rien, absolument rien, ne réparera la mort d'un homme. Tout ce que nous pourrions décider de faire n'aurait aucune utilité, serait irraisonnable. D'un autre côté, nous pouvons choisir de laisser au criminel sa liberté. Il a enfreint son devoir, nous devons donc réagir. À ce moment-là, la décision qui s'impose, le choix le moins irrationnel et donc le meilleur parmi ceux que nous disposons, est la mort. Elle est terrible, inutile, dure à admettre, mais aussi morale, raisonnée, digne et adéquate. Voilà le meilleur choix. Et pourtant, Badinter l'a fait abolir. Il a pris le parti des criminels et a tout de même décidé de les sauver. Son discours prononcé à l'Assemblée nationale, c'est Moïse qui sépare la mer Rouge en deux pour sauver les Hébreux des Égyptiens. Seulement que Badinter a sauvé les tueurs de notre justice. La loi de 1981, son aboutissement, c'est les 10 commandements. Mis à part, encore une fois, que Badinter a décidé de protéger les tueurs. L'abolition, au final, c'est l'arche salvatrice des tueurs. Alors avant que je parte, avant que je vous quitte, je veux que vous vous souveniez d'une chose.
Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que Badinter n'était en réalité qu'un simple homme, avec ses réussites et ses qualités, mais aussi ses échecs et ses défauts. Pour nous, oui, mais pas pour les criminels. Pour eux, il n'a aucun défaut, aucun échec, que des réussites, que des qualités, bien sûr, puisqu'il est leur prophète. Il les a protégés, il les a sauvés, il leur a prédit « Tu ne seras point tué ». Merci. Mesdames, Messieurs, chers jurys, ce soir j'ai l'honneur de passer après mon collègue, M. Jeanne, ici présent. Celui qui, pendant une dizaine de minutes, nous a exposé son point de vue. Il est ce qu'il est. Moi aussi, ce soir, j'aimerais vous dire à quel point je suis honoré d'être ici. J'aimerais moi aussi que vous vous souveniez de moi jusqu'à votre mort, que ma personne comble votre esprit jusqu'à la fin de mes jours. Mais les compliments attendront. Mon rôle ici est bien plus important que seulement de me faire caresser dans le sens du poil. Mon rôle ici est bien plus important. Monsieur Badinter était cet homme qui a poussé la France là où elle n'était pas. Jusqu'en 1981, la France pouvait tuer en place publique, à la guillotine. Vous le comprenez, ce soir l'on me demande si Monsieur Badinter est un héros. Rien que mon accroche vous le fait comprendre. Mais il était un héros pour bien d'autres choses, pour bien d'autres causes. Tout d'abord, abordons le sujet épineux de cette soirée. Toutes les études le prouvent. L'abolition de la peine de mort n'a aucun lien de causalité avec les crimes de sang. Tous ceux qui pensent qu'un homme s'empêche de tuer car il pense à la peine de mort qu'il encourt se fourvoient. Un homme prêt à tuer a conscience de perdre sa vie entière, sa famille, sa maison, sa vie sociale. Tout. Mais c'est là qu'apparaît un paradoxe. Un meurtrier n'a rien qui l'empêche de commettre l'acte. À l'inverse, nous, citoyens, bien entourés, nous avons nos proches qui, dans les moments de coups de sang, nous empêchent de passer à l'acte. En offrant la peine de mort à ces meurtriers, nous leur offrons la possibilité d'avoir ce qu'ils veulent, la mort, la fin de leur vie, la fin de leur souffrance. Car s'ils s'infligent le fait de tuer, ils sont forcément en grande souffrance. Mais justement, pour leur faire comprendre ce qu'est la vie, ce n'est pas à moi ici de vous expliquer ce qu'est la vie du haut de mes 17 ans, mais il me semble logique que ces âmes perdues reprennent foi en l'humanité. Si elles sont prêtes à tuer, certaines fois leurs proches, il faut qu'elles soient accompagnées par leurs frères de la République. Leur faire comprendre ce qu'est la vie, qu'elle est par moments triste, mais qu'il ne faut pas pour autant l'abandonner. En effet, quelle est la responsabilité de notre société, de l'État, dans ce genre de situation ? Bien sûr, vous me direz qu'elle n'est pas mesurable, mais le courant humaniste, qui peut être résumé par la phrase de Jean-Jacques Rousseau « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt », s'accorde à l'idée que l'humain est perfectible. Tout humain est perfectible. Il suffit de bien l'accompagner, de le guider vers la justice. De même, vous, mesdames et messieurs, vous faites partie de ces citoyens-là, de ceux qui ont bénéficié d'une éducation française, qui vous a appris, tout comme moi, les principes républicains, l'histoire de France, et que la France, que nous connaissons aujourd'hui, est basée pour une partie sur la pensée des Lumières, dont nous avons hérité. Et pour ce qui est de la dignité humaine, je m'y accorde seulement quelques mots, car cela est facile à comprendre et n'a pas besoin d'être explicité durant des heures entières. Imaginez la souffrance que ressent un être humain au moment où sa tête se décroche de son corps. Quelle dignité à cet homme ? Être exécuté sur la place publique. Même les animaux que nous ingérons
mesdames et messieurs, sont ôtés de leur vie dans plus de dignité, dans des lieux éloignés des places publiques, sans souffrance pour la plupart. La justice est l'instant où la France juge un criminel pour son acte. Cet individu doit se confronter à la réalité, répondre de ses actes, devant toute la société, de façon raisonnée et calme, et non dans un pugilat régi par la haine. Effectivement, si l'on se réfère à l'émotion pour décider de la vie ou de la mort, nous tombons dans l'un des plus grands travers de l'humanité, le tribunal populaire. Hélas pour nous, je vais prendre l'exemple d'un tribunal populaire qui a touché la France, le tribunal révolutionnaire. En 1793, se tenait à Paris. Au début, rien de grave. Ils ont fait tomber la tête du roi. Mais la terreur qui s'en est suivie illustre parfaitement mes dires. La passion mène au massacre, à celui de nombreuses vies innocentes. Et dans ce cas précis, de nombreuses vies innocentes, citoyens français. Voilà. La société noircit l'homme. L'humain va chercher à se faire voir, à se montrer plus moral que les autres, et va dénoncer les criminels, les violeurs, les voleurs, sans réelle preuve. Prenons un exemple. Qui dans la salle, je vous le demande, qui dans la salle va chercher à s'opposer à l'emprisonnement d'un homme s'il est accusé de viol par la plus haute instance de cette salle? Si Maître Tessier, ici présent, accuse quelqu'un au hasard, il met toute sa conviction, donne des arguments que nul ne peut vérifier sur le moment. Qui serait prêt à se lever et de dire « Moi, madame, je ne vous crois pas. Et donc, je demande à ce que vous apportiez une preuve, que vous argumentiez. » Il faudrait que cet individu ait beaucoup de courage. Quant à M. Badinter, lui, il s'est levé pour faire face à une foule de vengeurs, en disant « Moi, j'estime que M. Bontemps ne doit pas être condamné à mort. Il n'a pas commis de meurtre. C'est pourquoi je le soutiendrai devant le tribunal, et par la même occasion, tous les autres condamnés à mort. » Aujourd'hui, dans la vie courante, on dit que M. Badinter a aboli la peine de mort, comme s'il était allé acheter son pain. Mais c'est sur le sens du verbe avoir qu'il me semble y avoir un problème. En effet, derrière cette petite lettre se cache un bien long mot, le travail. Le travail d'un avocat qui, durant toute sa vie, a lutté contre les idées fausses. Le travail qui lui a permis de devenir enseignant trop tôt dans sa jeunesse. Le travail qui lui a permis de convaincre le président de la République de l'époque. Ce n'est pas rien que de convaincre un président de la République. Il a convaincu M. Mitterrand avant de convaincre la classe politique. Ce travail fait de lui un homme convaincu de sa pensée, prêt à donner de lui pour ce qu'il pensait juste. Et pour ce qui est de la fiabilité de la justice, il ne faut pas oublier que la législation pose un cadre et que, à la fin, la justice est humaine. La justice a beau prendre toutes ses précautions, un avocat de la défense, un avocat de la victime. Mais au final, ce sont les juges, et surtout les jurés, pour une grande partie, 6 voix sur 9 rendent la décision. Comme le dirait M. Badinter, il ne faut pas oublier que la justice est humaine et donc faillible. Pour ce qui est des jurés, dans des cours de grande instance, comme avec par exemple l'affaire de Troyes, pour l'affaire Bontemps, ils étaient obligés de juger avec passion, car les jurés représentent le peuple, et quand le peuple veut la mort, alors forcément, ils votent pour la peine capitale. C'est pour ça que M. Badinter est le héros de tous les Français. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus pousser les jurés à prendre ce genre de décision, car la peine de mort n'existe plus. Pour illustrer mes propos, le tribunal de Troyes était tellement un tribunal populaire que lorsque la décision fut rendue, les observateurs ont applaudi. M. Gindre, tout à l'heure, a évoqué le côté innocent et le côté criminel. Il me semble faux de raisonner de cette manière. Les méchants et les gentils, ça n'existe pas. Soyons réalistes. Il serait manichéen de penser qu'une partie de la population se comporte bien, fait tout ce qu'on lui dit de faire, et que d'un autre côté, des individus ne veulent que le mal. Cela se réfère à une logique enfantine. Comme nous avons pu le voir durant la guerre froide, avec la propagande américaine, le bleu pour les héros, le rouge pour les méchants. C'est justement pour empêcher ce genre de raisonnement que M. Badinter a fait abolir la peine de mort, pour que jamais quelqu'un soit condamné
avec cette logique-là. Je vous le concède, M. Bontemps ne savait pas choisir ses compagnons de route. Mais on ne parle pas de méchants ou des gentils dans la vie réelle. Justement, on parle de vie humaine. Et pour ceux qui en doutaient, M. Badinter n'était pas le genre de héros qui se faisait voir, dont la volonté était d'être populaire, ou même puissant. Non. M. Badinter était le héros de la France avant d'être le héros de tous les Français. Il ne faisait pas ce que voulait le peuple, il faisait ce qui était bien pour eux. Il travaillait pour la volonté générale. En effet, Jean-Jacques Rousseau, au siècle des Lumières, théorisa la volonté générale, le contrat social. Mais M. Badinter l'appliqua comme principe de vie. Je pense que la phrase « chacun se donnant à tous ne se donne à personne » faisait sens en lui. Dans ce cadre-là, on voit bien que M. Badinter ne cherchait pas à se faire héros lui-même, car cela n'appartenait pas à sa philosophie, à sa croyance. M. Badinter était un héros. Jamais il ne s'est vanté d'être parfait et n'a pas hésité une seconde à s'opposer aux foules composées par des fous. Ce soir, après son récent décès, nous pouvons comprendre avec le recul que cet homme était un héros, car il était plus que humble, alors qu'il était l'un des meilleurs avocats du monde de l'époque. De par son courage presque infini, de par son dévouement sans limite, M. Badinter était un véritable héros. Il mérite sa place au Panthéon. Alors, mesdames et messieurs, arrêtez de croire les foutaises de ces populistes et soyons fiers d'avoir vu émerger dans ce pays, qu'est la France, le talent de M. Badinter. Merci.